Est-ce que pour toi, tout le monde peut se mettre au col-col ? Tout le monde peut en faire, tout le monde ne va pas aimer. Entre être bon dans le col-col, prendre des rendez-vous et enseigner, il y a un monde, et j'en suis rendu compte aussi quand je me suis lancé. Pour moi, c'est pas parce que t'es le meilleur que tu vas être le meilleur pour enseigner. Hello, moi c'est Alan, je suis expert en prospection. Le col-col, c'est fascinant pour ça en fait, c'est que tu peux faire ça de tellement de manières différentes et avoir des bons résultats quand même. J'ai une accroche que je partage tout le temps. Je sais pas si vous me remettez. Ouais. Toi, ton accroche préférée, c'est quoi là aujourd'hui en col-col ? Sur des CEO par exemple, C'est ce que j'ai à dire. Ouais. ça marche bien parce que la personne elle se fait bourriner toute la journée et toi t'arrives, t'es franc quoi. En dehors du côté pro, donc en dehors vraiment de l'aspect col-col, prospection, vente, etc., qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser en col-col ? Je pense que si t'échoues, c'est que t'étais peut-être à ça de réussir. Bonjour Alan. Bonjour Augustin. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Je suis ravi aussi, ça fait un moment qu'on doit s'attraper. Chaque fois on se croise en coup de vent, on n'a pas le temps de se poser, de faire une petite discussion, petite ou longue discussion, pour apprendre à se connaître. Et je suis ravi qu'on ait l'occasion aujourd'hui. Faut savoir que tu es venu de ton Toulouse, je dirais bien natal, mais non, t'es un produit de chez moi toi aussi. Et ouais. On pourra en reparler, mais tu es remonté de Toulouse pour l'épisode, donc je tiens à te remercier. Plaisir. Merci d'être venu. Pour te redonner un petit peu le contexte, le but aujourd'hui de cet épisode, c'est d'apprendre à te connaître, parce que même moi je te vois passer aussi beaucoup sur LinkedIn. On s'est croisés plusieurs fois, mais le but c'est vraiment de comprendre un petit peu ton histoire, comprendre ton parcours, comprendre aussi ton rapport avec le col-col, parce que ce sera quand même le but d'aujourd'hui d'en parler un petit peu. Tout petit peu, pas forcément. Je sais qu'on est aussi alignés sur plein de sujets, et sur certains sujets on est différents sur la manière de faire de la prospection. C'est aussi le but de ce podcast, c'est que chacun puisse partager un petit peu ses méthodes, ses techniques, sa vision du col-col. Et donc c'est un petit peu le programme. Je sais pas si ça te plaît, si tu veux te lever, partir, arrêter de faire le tournage, si ça te va bien. Ouais, bah je te dirais, tu tourneras la tête, t'inquiète. Tu me dis sinon, ouais, tu dis mais non, j'en ai marre, je peux arrêter. Mais du coup, la première partie de l'épisode, elle est concentrée aujourd'hui sur ton parcours, ce qui t'a amené aujourd'hui à avoir un rapport avec le col-col. Donc je suis très curieux que tu puisses nous en dire un petit peu plus là sur toi aujourd'hui. Ouais, avec plaisir. Du coup, moi, c'est Alan, donc 29 ans tout frais. Donc, 29 ans. Je t'ai donné plus jeune. Ouais, bon, je sais, on me le dit souvent et ça me va très bien comme ça. Carrément. Mais du coup, ouais, donc ça va faire 4-5 ans maintenant que je suis SDR BizDev, on va dire. Pour en revenir au tout début, j'ai un parcours qui est un peu particulier. Enfin, j'ai fait des études de STMG, je sais pas si tu vois, c'est un peu dans le commerce, tout ça. Ouais, j'ai fait pareil. Et puis après, j'ai un peu bifurqué, j'ai fini à la fac de droit et co-gestion, donc je me suis un peu éloigné. En fait, c'est quand je suis revenu après en master dans une école de commerce où là, j'ai vraiment été en alternance dans des boîtes comme ça. Pour te la faire bref, j'ai fait 1 an chez Conforama, vente en magasin. Ça s'est bien passé, mais c'était pas le truc qui me faisait vraiment kiffer. Et du coup, en dernière année, donc ça arrivait assez tard, tu vois, en dernière année de master, je me suis dit, vas-y, qu'est-ce qui te ferait vraiment vibrer ? Et je cherchais quelque chose donc, qui reste dans le commerce, qui puisse me permettre d'aller potentiellement à l'étranger et faire du télétravail. C'était un peu mes critères, et faire de l'argent, on va pas se mentir. Et du coup, je suis un peu tombé là-dedans, je cherchais une start-up et je suis tombé dans une boîte qui s'appelle Plume, qui faisait de la location de trottinettes et de vélos électriques pour les entreprises. Ok, alors j'avais pas compris, parce que quand j'étais sur la page de Plume, parce que j'ai fait des petites recherches un petit peu, ça parlait de mobilité, etc. Et j'ai pas trop compris leur message. Ouais. Du coup, c'est la question que je voulais te poser, c'est quoi ? C'est de la location du coup de... En fait, je suis arrivé au tout début du projet, on était à 3 dans la boîte. D'accord. Et donc à ce moment-là, c'était la location de trottinettes. Et en fait, en parallèle, il y avait un projet de construire une vraie trottinette Origine France Garantie. D'accord. Donc l'entreprise était vouée à terme à vendre des trottinettes en B2C pour le coup. D'accord. Donc en fait, on a développé l'entreprise au début, sur la partie commerce, du coup sur la location de trottinettes. Et maintenant, l'entreprise fait de la vente de trottinettes en B2C. Il y a plus c'est une vente de produits. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un temps là-dedans. Et quand je suis parti, on était une douzaine. La trottinette allait sortir. Et du coup, j'en ai profité aussi pour faire de nouveaux choix. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, c'est le moment, on va dire, de se lancer. Et donc là, je me suis lancé en freelance, du coup, donc en tant que SDR externalisé, on va dire. Mon job, c'est de trouver des clients pour mes clients, des rendez-vous qualifiés, plus précisément. Et donc, ça va faire 2 ans que je fais ça aujourd'hui. Et l'idée, c'est que... Alors, je suis pas encore niché. Alors, c'est que c'est une bonne chose de se nicher. Mais moi, justement, j'aime bien ce métier-là parce que tu peux voir plein de choses, plein de secteurs différents. Donc là, aujourd'hui, je travaille pour plus de 10 boîtes différentes, que ce soit dans des cabinets de recrutement, de la cybersécurité, des agences de marketing, la livraison de plateaux repas, comme on avait vu dans l'épisode de Hot Call Ones. Donc c'était ça l'idée. Et en fait, tout est allé très vite. Au final, là, en 2 ans, tu vois, je me retrouve aujourd'hui en face de toi, comme lors de Hot Call Ones où j'étais avec Enzo, etc. Et c'est des gens que je regardais au début et je me suis formé un peu comme ça sur le tas. Et j'ai poncé le truc, quoi. C'est ça l'idée.
Donc ça va faire vraiment que 2-3 ans que je fais du cold call, Ok. mais voilà, de façon intensive, on va dire. Ok. Tu as dit plein de trucs hyper intéressants qui vont me faire rebondir. De ce que j'ai compris, Plume, c'était ta plus grosse expérience salariée, entre guillemets. Ouais, bah même la seule en fait en tant que bizdev. Et c'est Ouais. pour ça qu'après, quand je me suis lancé en freelance, je me suis aussi posé la question de la légitimité. Ouais. Et au final, je me suis retrouvé un peu par hasard. En fait, via LinkedIn, hein. LinkedIn m'a apporté énormément de choses. Et du coup, j'ai été dîner avec des gens que je connaissais via LinkedIn. Et au D'accord. final, sur cette table-là, il y avait quelqu'un qui avait une agence de marketing. On a bien matché. Il m'a dit, tu sais quoi, dans 2 semaines, tu bosses pour moi. Et 2 semaines après, je bossais pour lui. Ah oui, donc c'est plus le besoin qui a fait que toi, tu t'es lancé derrière en freelance. Je comptais le faire, mais Ouais. le premier client est tombé comme ça, via de la mise en relation, via LinkedIn à la base, qui s'est transformé en physique et qui m'a apporté l'opportunité. Donc ça, c'est venu de là. Et j'ai fait à peu près 6 mois, un peu plus de 6 mois avec eux. Et après, j'ai commencé à diversifier, à voir d'autres personnes, d'autres clients. Et après, tout a déroulé assez vite. Donc, C'était une volonté de base dans tes études de vouloir te lancer en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, ouais. ou tu avais le plan entre guillemets classique, le CDI, etc. Et après, ce besoin, enfin ce timing-là a fait que derrière, tu t'es lancé en tant que freelance. Non, en vrai, ça remonte à, je pense, à très très tôt. Enfin, quand j'étais plus jeune, je voulais pas avoir de patron. Donc D'accord. après, bon, la force des choses fait que tu montes quand même T'as pas les forcément échelons par-ci ouais. par-là. Mhm. Mais j'avais toujours ça en tête. Et du coup, je m'étais dit, bon, après, un peu comme tout le monde, hein, il y a eu l'époque de start-up, etc. Où je m'étais dit, bon, j'ai monté ma start-up, j'ai recruté des gens, etc. Et avec tout ce qui est freelancing, c'est bien développé ces dernières années. Et ça m'a un peu ouvert le chakra là-dessus, de me dire, mais en fait, je serais peut-être mieux tout seul avant à trouver une compétence très spécifique. Et à la proposer à des gens. Donc c'est parti de là. Et aujourd'hui, je vois plus dans ce créneau-là de tout seul, comment je peux faire un maximum de choses. Peut-être qu'un jour je développerai ou je développerai d'autres projets. Mais aujourd'hui, non, c'est vraiment ce créneau-là que je veux faire. Et ça fait longtemps que j'y réfléchissais. Et voilà, j'ai trouvé le bon créneau, on va dire, au bon moment. Ce qui a fait que... Tu as parlé tout à l'heure de faire de l'argent. Toi, tu t'es lancé justement en tant que freelance dans cette optique de développer plus son portefeuille, développer plus acquisition de chiffre d'affaires, où il y a une autre genèse entre guillemets du sujet. Il y a à la fois ce sujet monétaire, on va dire, mais aussi ce truc de, au bout de 6 mois, 1 an, je suis un peu hyperactif sur le truc de tu te fais chier un peu et tu as envie de voir de la nouveauté. Et ça couplait un peu les deux, en fait. C'est-à-dire que je pouvais faire plus que si j'étais en CDI et je pouvais voir plein de problématiques d'enjeux différents, de boîtes différentes. C'est super enrichissant et je pense que tu apprends beaucoup plus vite aussi en faisant ça. Donc c'est un peu les deux qui sont réunis. Je me suis dit, voilà, c'est vraiment le truc parfait à l'instant T, en tout cas. Je sais pas ce que je ferai dans quelques années. Je ne vais pas passer des coups de fil toute ma vie, je sais pas, qui sait. Mais ouais, ça venait vraiment de là, de voir plein de choses différentes dans différents secteurs et à la fois pouvoir bien gagner ma vie, on va pas se mentir. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a fait tilt. Tu as dit que en ce moment, tu as 10 clients. Non, j'ai eu un peu plus de 10 clients. Ah, tu as eu un peu plus de 10 clients. Non, Ok. là, aujourd'hui, j'en ai 3. D'accord. 3, 4. Ça, c'était un sujet aussi depuis 2 ans où il y a une période où je donnais des cours. Enfin, on y reviendra, mais je donnais aussi des cours à la Roquette. Et j'avais gardé des clients et je me suis retrouvé à me brûler un peu les ailes, à ne pas pouvoir délivrer certains clients parce que manque de temps, etc. Donc j'ai un peu testé les limites là en début d'année. Du coup, j'ai fait un petit peu le table rase cet été. Et puis je suis revenu là avec de bonnes bases, on va dire, où je connais mes limites. Mais non, j'ai pas fait 10 clients d'un coup. Je crois que c'était il y a quelques semaines, ou je sais plus. Mais je me rappelle qu'on avait discuté sur le sujet où tu disais que c'était important pour toi. Là, tu l'as mentionné à la Rocket School de continuer à donner des cours. Là, aujourd'hui, c'est quoi le bon équilibre pour toi ? Tu peux là, c'est pas engranger, tu peux encaisser combien de clients ? Quand je dis encaisser, c'est pas forcément financier, c'est même d'un point de vue bande passante. Tu peux encaisser combien de clients tout en derrière te permettant de donner justement des interventions à la Rocket School. Pour rappeler un petit peu, la Rocket School, c'est parfois, toi aussi tu te places sur le sujet, c'est parfois des interventions qui peuvent durer 1 mois. C'est assez intense pour le coup. Comment tu fais typiquement quand tu as un bootcamp d'1 mois avec une promo que tu dois gérer surtout de A à Z ? Parce que typiquement, ce bootcamp, tu fais toute la stratégie de prospection. Et il y a le temps sur lequel tu es sur le campus, et il y a également le temps à côté, hein, ça en occupe beaucoup. Comment tu fais pour gérer justement tes clients ? Est-ce que tu mets tout en pause ? Est-ce que tu les préviens ? Ouais, bien sûr, je les préviens, c'est mieux. Non, puis par exemple, en fait, quand je te parlais de ça... Quand je dis est-ce que tu les préviens, c'est est-ce que tu mets tout en pause ou est-ce que tu les préviens en continuant, et dans ces cas-là, tu sais que le volume d'appels sera un peu moindre ? J'ai fait ça, en fait, essayer de concilier les deux au mois d'avril. Et en fait, le challenge, c'est sur 1 mois, mais c'est 2 semaines, 1 semaine de pause, 2 semaines. Du coup, j'avais articulé ça dans ma semaine de pause, je continue à prospecter. Mais effectivement, ça impacte, t'as la tête un peu partout. Et du coup, quand t'es partout, t'es nulle part à la fois. Donc, j'avais réussi à marcher comme ça, mais c'était pas efficient. Et donc, quand j'ai refait une promo là, au mois d'août, j'avais vraiment tout mis en pause pour le coup. Je m'étais dit, bon, ça prend le temps aussi de ton côté, focus là-dessus, et puis reviens en septembre comme il faut.
J'avais Ouais. mis en stand-by complètement un de mes clients que j'ai repris en septembre, et les autres, j'ai arrêté complètement. Ouais. Donc, c'est compliqué de concilier les deux sur une période, sur une longue période comme ça. C'est une réflexion que je me suis faite aussi quand j'ai formé moi du coup à Lille. Toi, Mm. c'est à les deux gros bootcamps que tu as fait, c'était à quel campus? Alors j'ai fait un challenge 2 à Nantes. Enfin, Ouais. j'ai fait challenge 1 à Toulouse, challenge 2 à Nantes et un deuxième challenge 2 à Toulouse cette fois. Et vu que je suis à Toulouse, quand tu es sur place, c'est beaucoup plus simple C'est aussi. beaucoup plus simple, ouais. Voilà, de Ouais. pouvoir concilier les deux. Ouais. Ouais, moi, c'est la réflexion que je me suis fait. En fait, tu peux penser que c'est une bonne idée sur le papier. Enfin, c'est une bonne idée. Que c'est faisable. Pas forcément que c'est une bonne Mhm. idée, mais que c'est une idée déjà sur le Ouais. papier. C'est faisable de concilier. Moi, parfois, je prenais des coachings avant la requête, Mm. des coachings après la requête, sauf que tu peux pas délivrer de la même manière. C'est-à-dire que, C'est clair. Ouais. en fait, je me suis rendu compte que les coachings que je faisais, typiquement avant 9h, bah, j'étais KO. Après 18h, je m'étais mangé une promo d'étudiant toute la Mhm. journée. Et donc, le coaching que je délivrais sur ce contexte-là, sur cette période-là, n'était pas forcément le même que si j'étais pas en période requête, entre guillemets. C'est ça. Et Mais il faut. On t'en a conscience, mais tu le testes quand même. Tu Ouais, testes. c'est toujours pareil. Hein. Tu sais qu'il faut pas que c'est On un aime- marathon. On aime bien faire ça. Et hein. puis tu tapes quand même des gros sprints et puis tu t'en prends. Voilà, tu Ouais. comprends par toi-même. Il faut comprendre par soi-même pour, pour rectifier le tir derrière. Ah Je non, pense mais- que le plus important, c'est de savoir rectifier derrière. Mhm. Mais ouais, donc j'ai testé et aujourd'hui, ouais, c'est compliqué. Donc je vais voir comment je fais pour la suite. Mais effectivement, compliqué de concilier les deux de manière optimale, on va dire. Donc là, tu Ouais. mets le focus sur quoi là en ce moment sur ton business? C'est quoi là ta volonté? Quand je dis le focus, c'est là forcément à court, moyen et peut-être long terme. Est-ce que tu as un projet global de tout ça? Bah là, pour l'instant, c'est trouver un écosystème de clients que je vais garder sur le long terme, moyen Mhm. long terme, où on peut faire de belles choses sur du 6 mois, 1 an peut-être. Et à côté de ça, continuer à donner des cours en école. Donc la requête, plus de manière ponctuelle. Là, typiquement, la semaine prochaine, je refais une semaine de call intermédiaire. Mais Full week phoning, voilà, ouais. full week, mais c'est une semaine, donc ça Mhm. va. Donc plus sur ce format-là, ou des journées d'intervention dans d'autres écoles. Ça, c'est le souhait que j'ai là à moyen terme. À terme, pourquoi pas du coaching en entreprise, un peu comme tu fais toi. Mhm. Mais ça, on verra. Mais là, pour l'instant, c'est gros focus voilà, client opérationnel, avec des petites interventions en école à côté, parce que c'est quand même quelque chose qui est vraiment kiffant à faire. Alors, je vais te poser une question. Tu me dis si tu veux pas répondre, il n'y a pas de Ouais. souci. Tout à l'heure, tu as parlé du syndrome de l'imposteur. Mhm. Que du coup, tu l'avais un petit peu au début, avant de te lancer en tant que freelance. Entre être bon dans le call, prendre des rendez-vous et enseigner et avoir cette pédagogie pour Mhm. le partager, pour moi, il y a un monde et j'en suis rendu compte aussi quand je me suis lancé. Mhm. Est-ce que, avant de te lancer justement en école, au moment où tu as eu ta première intervention, tu as eu ce retour du syndrome de l'imposteur qui arrivait en mode là, par contre, tu vas devoir le partager, tu as 20, 25, 30 personnes en face de toi. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ouais, la première fois, c'était un peu particulier. En fait, je suis rentré un peu par la petite porte à la requête pour la petite histoire. En fait, c'était pas en janvier, c'était encore l'année dernière. Pourtant, Où j'avais un t'es ami carré, à moi. Mais ouais, j'avais un ami à moi qui intervenait à la requête Nantes. Et en fait, j'étais à Lisbonne parce que j'en ai pas parlé, mais je me suis lancé en freelance et je suis parti à Lisbonne pendant 1 an. Mhm. J'ai fait tout d'un coup. Et en fait, il m'a dit, ouais, je suis pas là pendant 3 jours. Je cherche quelqu'un. J'ai pensé à toi via LinkedIn, tout ça. On se connaissait depuis des années. Et du coup, j'ai vu l'opportunité. J'ai pris mon vol Lisbonne-Nantes pour aller intervenir 3 jours. Mhm. Et c'est vrai que quand tu te retrouves de l'autre côté du bureau, tu te dis, bon, là, est-ce que je vais vraiment apporter des choses? Mhm. Et au final, c'est super bien passé. Et du coup, après, ils m'ont recommandé sur la requête Toulouse. Et quand j'emménage à Toulouse, l'école venait d'ouvrir. Mhm. Tout s'est bien goupillé. Et en fait, non, en vrai, c'était vraiment, au bout d'une demi-journée, j'étais dans le bain. Ouais. En fait. Et c'est vraiment le fait de te mettre dedans. Mais au final, je prends vraiment plaisir à faire ça. Et puis là, ça s'est super bien passé sur les 3 promos que j'ai accompagnés. Et effectivement, ça m'a justement permis de dédramatiser un peu ce syndrome-là, dans le sens où moi, j'estime pas que je suis le meilleur en call. Il y a Mhm. meilleur que moi. Juste, j'ai bien, voilà, je fais en sorte d'être bon et de penser le sujet à mon échelle. Mais effectivement, pour moi, c'est pas parce que tu es le meilleur que tu vas être le meilleur pour enseigner. Mhm. Et ça, c'est une vraie diff aussi. Donc, et je pense que, j'essaie en tout cas de m'améliorer, hein, mais je pense que j'aime bien le faire, je pense que ça se ressent. Et j'ai un peu trouvé ma place là-dedans. Et c'est pour ça que je veux continuer à faire ça, du coup. C'est la question que j'allais te Par poser. le- à Pourquoi l'avenir. du coup tu continues à le faire? Enfin, tu veux le faire surtout et tu continues à le faire? C'est à la fois pour toi progresser Mhm. en apprenant aux autres, parce que tu apprends en même temps, parce que tu revois tes théories, Mhm. tu revois la pratique, surtout que la requête, c'est beaucoup de pratique aussi. Donc Ouais. c'est ça qui est intéressant. Donc il y a cette partie-là. Il y a aussi la partie ce qu'on a en retour, en fait, des gens, de voir qu'on va pas changer des vies, c'est peut-être un grand mot, mais des gens qui te remercient derrière et qui te disent merci Alan, sans toi, j'aurais pas su ça, etc. Mhm. Et il y a plusieurs élèves qui m'ont déjà remercié. Et pour ça, je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire, en fait. C'est vraiment Mhm. cet aspect humain qui est derrière et cet aspect transmission, au-delà de ce truc un peu égoïste de moi aussi, je. Non, mais c'est vrai. Moi aussi, voilà. J'apporte quelque chose en fait. C'est ça va dans les deux sens et c'est ultra enrichissant. Surtout que toi, tu le sais, c'est des profils en reconversion, donc tu as vraiment de tout. Tu as de 20 à 40 ans.
sur des gens qui sont en études avant, qui ont fait de la restauration, ou des gens qui font de la vente aussi parfois depuis 15 ans. Et même parfois sur des profils qui font de la vente depuis 15 ans, tu leur apportes des choses aussi. Et donc c'est vrai que tu te dis, bah ouais, j'ai des choses à donner. Ouais. Il y a une phrase que je prends beaucoup, qu'on en parle avec Basile Vierne, je crois que tu connais, qui intervient aussi à la Roquette. Où en fait, pourquoi nous on aime bien ces écoles, en fait, où là c'est des profils en reconversion, c'est que moi je prends souvent l'exemple d'un gars qui était chauffeur poids lourd pendant 20 à 25 ans. Tu parles de call, de marketing. Il te regarde, il fronce ses sourcils en mode de quoi tu me parles. Mais s'il est là, c'est qu'il y a aussi cette volonté d'apprendre. Bon, en règle générale, ils l'ont quand même. Ce qui fait que derrière, tu peux vraiment faire de la magie en fait avec eux. C'est parce que ils partent vraiment de zéro, ils partent d'une feuille blanche. Et moi, un truc que je me suis rendu compte, c'est que parfois c'est plus simple. Limite, c'est. Tu vois, tu parlais aussi des profils qui avaient des étudiants qui avaient déjà fait de la vente. Je trouve que limite, je vais pas dire c'est plus simple de faire monter en compétence un étudiant qui a jamais entendu parler de call, etc., plutôt que quelqu'un qui a fait 10, 15, 20 ans dans la vente, où là, en fait, tu vas devoir défrayer plein de croyances limitantes, plein de barrières qui s'étaient déjà fixées. En fait, tu pars pas de zéro, tu pars de plein de choses que tu dois effacer, puis ensuite repartir de zéro. Je sais pas si c'était un peu le... Ah oui, non, totalement. Il y en a qui arrivent avec des idées préconçues, quoi, en fait, des choses, des process, des choses qu'ils ont appris, et ils se disent, moi, je fais comme ça. Et c'est dur de leur dire, moi, je fais d'une autre manière, et parfois, ils restent un peu butés là-dessus. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir trouver l'entre-deux et de s'adapter à chaque cas. Et c'est ça aussi qui est cool, c'est que tout le monde ne part pas avec les mêmes choses, mais du coup, chacun prend ce qu'il a à apprendre à certains endroits. Et après, l'idée, c'est d'essayer de les emmener dans un chemin sans forcément être trop, revoir tout ce qui... remettre en cause tout ce qu'ils savaient. Mais effectivement, non, c'est ça qui est super intéressant, et je suis d'accord avec toi. C'est plus facile si tu pars d'une feuille blanche que quelqu'un qui a déjà fait ça 15 ans dans un truc très spécifique. Plutôt dans la téléprospection, par exemple, j'ai eu un cas comme ça, où du coup, tu sors il y a une différence entre ce que tu faisais avant et la prospection que tu vas faire par derrière en B2B. Donc non, je te rejoins totalement là-dessus. Et je me posais une question, là, typiquement pour les... alors, pas forcément sur ton process d'onboarding, c'est pas forcément ce que je demande, mais là, aujourd'hui, en plus, je sais qu'on a des méthodes qui sont un peu différentes sur le call. Quand tu viens onboarder un client sur une campagne de prospection, là, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu tes étapes avant, justement, de passer à la phase de call? Moi, je suis prenant à 300% de la partie stratégique en amont. Est-ce que ton ciblage il est bien réalisé? Est-ce que ta partie proposition de valeur elle est cohérente, etc. Toi aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que tu retravailles sur tes campagnes? Tu fonctionnes un peu comment? Je suis curieux. Avec mes clients, donc ça va dépendre en fait. Soit je prends en charge du coup la création des listes, effectivement. D'accord. Après il y a d'autres clients où ils ont déjà leur liste. Après moi je me suis déjà fait avoir on a déjà nos listes. Et puis après tu te retrouves à déblayer de la merde un peu, quoi. Et du coup tu galères. Du coup l'idée aujourd'hui c'est que soit s'ils ont leur liste, je repasse un check par rapport à la cible et ce qu'on vise, quoi, entreprise et persona, et voir si c'est vraiment cohérent, qu'il y ait bien du 0,6, que ce soit bien bon type de boîte, bonne taille, etc. Ou soit on le fait ensemble, quoi. Même s'il y a quelqu'un dans l'équipe de la boîte qui s'en charge, on valide ensemble les étapes. Donc ça c'est sur la partie création des listes, tu vois, sur les intent, etc. Tu vois, est-ce qu'il y a des signaux, est-ce que c'est respecté? Et après, c'est moi qui crée mon script. Donc ça, après, je leur pose des questions. Rendez-vous, on fait un débrief en amont de la mission. Comme ça, que j'ai bien compris la proposition de valeur, les enjeux, les solutions apportées. Et à partir de ça, moi, je crée mon script, je commence la première session. Et puis, s'il y a des résultats, on optimise. Toujours pareil, on fait de l'itération. Si ça marche pas, toujours pareil, on refait un call et puis on ajuste, quoi. C'est quoi un petit peu les datas sur lesquelles tu vas t'appuyer pour justement, tu parlais d'itération, tu parlais d'adaptation. Là aujourd'hui, pour un commercial, je dirais débutant qui nous écoute, tu dirais que moi j'ai mes persos que je pourrais partager après, mais t'aimes bien t'appuyer sur quelle data pour dire ok là, je vais placer le focus plus sur celle-ci, plus sur celle-ci. Moi typiquement, je m'appuie principalement sur 4. Nombre d'appels, nombre de décrochés, nombre de décisionnaires et nombre de rendez-vous. Ce qui te permet derrière de faire des conclusions. Alors, je réinvente pas la roue, mais c'est assez simple. C'est nombre d'appels, tu vois un petit peu la volumétrie, l'effort que tu mets chaque semaine. Nombre de décrochés, c'est est-ce que le créneau que j'ai pris, il est pertinent? Si je fais 150 appels, j'ai 3 décrochés, peut-être arrêter de faire des appels à 4h du matin. Nombre de décisionnaires, pourquoi? Parce que moi, je peux voir si justement les décrochés, j'ai fait un bon travail de ciblage. Et le nombre de rendez-vous, c'est sur mon discours. Toi, aujourd'hui, tu t'appuies sur lesquels, justement? Je te rejoins là-dessus. Nombre d'appels, il faut qu'il y ait quand même un volume suffisant. Après, si tu prends 30 appels, 3 rendez-vous, 100 appels, 3 rendez-vous, moi, je préfère que tu en passes 30 et 3 rendez-vous. Après, effectivement, il y a nombre d'appels, nombre de décrochés, donc bien valider que tu es dans les 30% à peu près, parce que sinon, ça veut dire que soit ton fichier, il est plus à jour, tu vois, qu'il est assez vieux et du coup, les datas sont plus bonnes. Faire attention aux mauvais numéros, tout ça. Nombre de rendez-vous, et je pense qu'il y a aussi le nombre de pas intéressés qui est intéressant, parce que quand tu commences à dépasser un certain seuil, ça veut dire que là est-ce que ton ciblage est bon en fait, donc ouais, je te rejoins là-dessus.
Et après, tout ce qui est lead non qualifié ou mauvais numéro, ça faut faire attention aussi. Je le mets toujours dans mes suivis de stats aussi, parce que si tu as trop de mauvais numéros, revois ton enrichissement. Et si tu as trop de leads non qualifiés, ça veut dire que toujours pareil, ça rejoint un peu le ciblage. Donc il y a un peu tout ça à analyser au fur et à mesure. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour des stats, je pense là-dessus. Et après, l'idée, c'est de faire un global sur les différents créneaux sur lesquels tu appelles pour optimiser, effectivement. Tu répartis comment d'ailleurs? Tu répartis sur une journée, un client? Ouais, au début, j'avais jonglé un petit peu parfois. Au début, j'ai testé tout. Hein. J'ai testé du package. Même au début, je packageais mes offres. Après, je fais du TJM, je suis revenu dessus. Rendez-vous, ouais, je fais un peu de tout. Mais aujourd'hui, je focus un client une journée. D'accord. Parce que sinon, t'as un peu la tête, ce qu'on disait tout à l'heure. T'as la tête partout, mais t'es partout, mais t'es nulle part à la fois. Tu sens que t'es moins performant. Donc ouais, un jour, un client. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça que je te disais, la bande passante, c'est 3 ou 4 clients. Environ à peu près un jour par semaine sur le mois. Là, on voit pas ça. C'est vrai que là, sur les dernières semaines, les derniers mois, on voit que le call, déjà, c'est un sujet qui a été vachement démocratisé. On pouvait penser que c'était un sujet de niche. Là, maintenant, c'est limite un sujet que tu vois beaucoup passer sur LinkedIn. Parce que beaucoup de personnes prennent la parole dessus. Parfois à tort, mais c'est pas grave. Ils prennent la parole. À certains moments, c'est même pas à certains moments, surtout la question que je vais te poser, c'est déjà, premièrement, est-ce que pour toi, tout le monde peut se mettre au call? Tout le monde peut faire du call? Premièrement, c'est une question que j'aime bien poser. Tout le monde peut en faire, tout le monde ne va pas aimer, tout le monde ne va pas avoir de super résultats au début. Après, je pense que tout le monde peut en faire. Typiquement, moi, je pense que je suis pas forcément le profil à la base. Tu vois, je vais pas raconter en détail, etc. Mais je sais plus. Après, c'est notre époque, entre guillemets. C'était vers 2020, sortie Covid, etc. Le mailing marchait encore très bien. En fait, je me cachais derrière mes campagnes de mail. J'avais mes rendez-vous, donc tout allait bien. Quand tu dis, je suis pas forcément. Je suis désolé de te couper. Quand tu dis, je suis pas forcément le profil, tu dirais que c'est parce que t'es introverti, parce que c'est une conclusion. Je dis pas que tu l'es, mais tu dirais que c'est quel type de profil qui est sur le papier pas forcément fait pour le call? Je sais pas s'il y a des profils types, mais dans le sens où moi j'étais plutôt introverti avant et je suis un peu changé de bord depuis quelques années, parce que tu grandis et que ta personnalité évolue aussi. Mais ouais, j'avais un peu du mal à me confronter en fait directement à la personne, puis c'est la peur de se faire la peur du rejet quoi en fait. Et en fait, je me suis juste retrouvé je te parlais de mon premier client en agence marketing. J'ai commencé à faire des campagnes de mailing, tout ça, sauf que agence de marketing, c'est un océan plutôt très, très rouge. Ouais, donc, tu te dis, en fait, il me reste que le call. Si je veux avoir du résultat, sachant que j'étais en freelance, il fallait du résultat, et je suis parti de là, en fait. Et tu vois qu'en fait, au bout d'une session ou deux, tu commences à avoir 3-4 rendez-vous, il n'y a pas photo. Et après, il faut juste être bien résilient, bien itérer sur ton approche. Et je tombe un peu là-dedans comme ça. Et puis en fait, c'est plus vraiment la preuve par le résultat en fait. J'étais obligé de me mettre dedans, j'ai vu les résultats rapides, je me suis dit, mais en fait, oui. Et maintenant, je suis le premier à prôner ce canal-là. Sachant qu'en plus, avec l'émergence de tous les outils qu'on connaît aujourd'hui, maintenant, c'est facile d'envoyer des campagnes automatisées. Le faire bien, un peu plus compliqué, un peu comme le call finalement. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le canal qui est un peu sous-estimé. Bon, un peu moins parce que tout le monde en parle aujourd'hui. Mais non, ça vient de là, c'est pour ça. Quand tout à l'heure, tu disais tout le monde peut faire du call, mais tout le monde ne va pas aimer. Typiquement, là, aujourd'hui, pour un sales, pour un BDR, qu'importe, pour un profil commercial, même pour un entrepreneur ou un indépendant qui veut faire du call pour sa boîte, il sait que le call aujourd'hui c'est efficace, il sait que ça peut lui apporter des rendez-vous, mais il va pas aimer. Tu mettrais quoi justement? Quelles sont les actions qui pour toi peut te faire aimer ça justement? C'est de dédramatiser la chose. Moi, ce qui m'a aidé, c'est ça, c'est vraiment dédramatiser le truc, me dire que la personne, dans 3 minutes, elle m'a déjà oublié. Clairement, t'appelles un CEO qui se fait prospecter 50, 100 fois par jour, le mec, au bout de 5 minutes, t'a oublié. Donc en fait, tu peux le rappeler, tu peux lui envoyer un mail la semaine d'après, il saura déjà pu quitter. Donc déjà, il faut se détendre par rapport à tout ça. Et puis après, il y a plein de contenu aujourd'hui en fait. Moi j'ai appris clairement avec le Call Club, avec Julien Bouillic et Enzo qui faisaient des calls. J'ai pris leur script, j'adaptais avec le mien, avec mon projet, ma proposition de valeur, etc. Je suis parti de là, j'ai itéré. Et puis après, faut juste être curieux en fait, de tester différentes approches, parce qu'il y a plein d'approches différentes, on en en parler après. Mais l'idée c'est vraiment de s'approprier le truc, et le plus dur c'est de faire le premier pas. Et c'est toujours plus facile quand on connaît quelqu'un qui le fait et qui peut nous donner quelques petits tips. Mais non, à mon avis, chaque personne qui fait 50-100 calls, si tu sais que tu as la bonne théorie en amont, après, c'est vraiment qu'une partition qu'il faut jouer et s'approprier, quoi. Mais, En off, on parlait du script, notamment de l'accroche. Moi, j'ai une accroche que je partage tout le temps. C'est plus un secret, je sais pas si vous me remettez. Toi, ton accroche préférée, c'est quoi là aujourd'hui en call?
Alors aujourd'hui, déjà, je rends à César ce qui est à César. C'est Anas Chakri qui a partagé ça sur LinkedIn. Et c'est une approche que j'adore, en fait. C'est vraiment permission, validation de la situation du prospect, enjeu, solution, question ouverte, en fait. Okay. Et sur la partie accroche, c'est vraiment... je vous rassure, on ne se connaît pas, vous n'attendiez pas forcément mon appel, j'aurais souhaité échanger avec vous 1 minute sur un sujet en particulier, est-ce que c'est le bon moment? Déjà la personne, ça permet d'arriver sur un ton un peu plus posé que du je rentre dedans et que voilà l'énergie, c'est bien aussi, mais du coup ça permet aussi de, voilà, on demande la permission et quand on rentre dedans, on rentre vraiment dans un vrai échange. Un premier oui, après on peut demander si j'ai vu que vous étiez DRH ou CEO dans telle boîte, est-ce que c'est toujours le cas? Oui, donc là on a déjà eu 2 oui, donc on est déjà sur la bonne dynamique. Et après, l'idée, c'est de partir sur les enjeux. En fait, moi, si je vous contacte aujourd'hui, c'est parce que y a nos clients ou concurrents 1, concurrent 2, qui avaient des enjeux sur enjeu 1, enjeu 2. Moi, si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que nous, on a construit quelque chose qui vous permet de solution 1, solution 2. Et question ouverte, comment vous gérez ces sujets-là aujourd'hui, voilà. Et l'idée, c'est de commencer comme ça avec une question ouverte. Et après, il faut toujours avoir son petit plan avec les différentes questions pour rebondir. Mais ça permet vraiment de créer un échange et pas d'arriver en mode bourrin. Après, on peut directement aller vers le rendez-vous et après poser des questions de qualif. Ça, c'est clairement une bonne optique aussi. Mais je suis plus dans cette idée-là en ce moment. Après, effectivement, faut varier. Hein. Là, ça fait 2 ans que je fais ça. Il y a eu des one-shots, des comment allez-vous, là, je sais pas que je vous remettais, je l'utilise de temps en temps aussi. Quand je fais mes relances, tu sais, quand tu fais les rappels, ça marche bien. Et donc, c'est pour ça, en fait, il faut vraiment aller piocher un peu partout et s'approprier le truc. Il y en a pour lesquels le comment allez-vous, je suis pas un grand fan parce que c'est pas naturel chez moi. Il y en a qui le font très bien, en fait. Typiquement, c'est vraiment ce truc. Julien, il le fait très bien. Julien, il le fait extrêmement bien. Ouais. C'est ça. Mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de. Voilà, il faut que ça te corresponde. Et c'est pour ça que le call, c'est fascinant pour ça, en fait. C'est que tu peux faire ça de tellement de manières différentes et avoir des bons résultats quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu lancer ce podcast, justement, que chacun puisse partager, entre guillemets, sa manière, entre guillemets, sa méthode. Moi, tu vois, sur la partie, j'échange avec vos confrères, ils ont des enjeux, etc. C'est un truc que je partage pas forcément et on peut en échanger. Hein. C'est que typiquement, à plein de moments, ça vient froisser le prospect et titiller méchamment, entre guillemets, l'ego du prospect. C'est, je veux dire, hello Alan, j'ai vu que t'étais CTO. Là, aujourd'hui, je vais prendre un nom de boîte chez Invenders, voilà, c'est le nom de l'ampli juste ici. Et moi, j'échange chaque jour avec des CTO, etc., qui ont des enjeux de ça. Sauf que le problème, c'est que j'ai eu des frictions en mode, ouais, mais ça, c'est très bien, c'est leur problème, c'est pas forcément mon sujet. Et en fait, du coup, étant donné que moi, j'essaie vraiment d'avoir une approche personnalisée sur, ok, j'ai vu que t'étais sur ce scope-là, moi, ça tombe bien, ce scope-là, je lui permets ABC. Et en plus, si tu me crois pas, j'ai accompagné X, Y, Z sur le sujet. Viens, on se prend 15 minutes, on en discute jeudi, vendredi. Donc moi, je suis plus sur l'approche de j'arrive de manière très incisive sur le sujet pour faire vraiment ce côté waouh, en mode ok, Alan, il m'appelle que moi aujourd'hui. C'est là où justement le travail de ciblage, il est primordial. J'enchaîne sur le rendez-vous et après, derrière, en partant, je pose des questions de pré-qualif. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as eu une friction d'un prospect qui va dire c'est très bien, c'est les sujets de mes concurrents. Moi, j'ai pas le même contexte, j'ai pas la même orga, etc. Pas tellement, et quand je parlais de concurrents, je le fais, mais quand je sais que c'est pertinent. Sinon, sans forcément te parler de concurrents, on dit en général, chez nos clients, on marque qu'il y a des enjeux sur cette partie-là et cette partie-là. Si je vous dis ça, en fait, tu laisses un petit blanc. Parce qu'en fait, le personne va faire et à ce moment-là, tu fais si je vous dis ça, mais c'est parce qu'aujourd'hui, justement, on nous permet tu vois, on a construit un outil, etc., qui vous permet solution 1, solution 2, qui répond à l'enjeu 1 et à l'enjeu 2. Donc en général, je reste plus global comme ça. Je ne vais pas en mode trop frontal sur tel concurrent fait ça et pas vous. Donc non, il faut rester assez général. Je sais plus c'était quoi ta question du coup. La question, c'était est-ce que du coup, t'as senti des points de friction typiquement quand tu utilises cette structure entre guillemets. Et est-ce que du coup, si tu as senti ces points de friction, comment du coup tu viens la contrer, la tamponner, si je puis dire? En fait, la seule friction, c'est quand on parle des enjeux ou quoi et que la personne elle va directement nous couper. Et pour nous dire non, c'est pas un sujet, etc. Mais du coup, ça fait qu'amener la conversation. Et donc après, il faut rebondir dessus. Donc c'est un peu plus ça l'idée en fait, c'est que je laisse des blancs, je laisse le temps à la personne qu'elle rebondisse sur ce que je lui dis, et à ce moment-là, on repart sur un autre chemin. Mais à proprement dit, non, parce qu'en fait, la personne, j'amorce le sujet dès le début, donc elle sait de quoi je vais parler, donc en fait, l'échange se fait naturellement, je me prends moins de bâches. La seule bâche que tu peux te prendre, et c'est pour ça qu'il faut bien travailler l'accroche, c'est quand tu demandes si elle a un moment, quoi. Dès le début du call, elle peut te dire non, c'est pas le moment, etc. Donc c'est un peu plus là-dessus que c'est touchy, ce genre d'accroche. C'est-à-dire que tu peux ne même pas pitcher. Tu peux ne même pas partir dans ta proposition de valeur que la personne t'a déjà emballé. Et c'est un peu dangereux. Moi, je l'avais adapté. En soi, l'accroche, c'est une accroche que je valide, pas forcément la structure derrière, mais c'est là où justement c'est intéressant qu'on puisse en débattre. Moi, sur l'accroche,
la manière dont je l'avais adapté, c'est, je vous rassure, je vais pas vous prendre du temps maintenant, etc. Ou Mm. voilà. Et en fait, au moment où tu dis, je voulais savoir si c'était le bon moment, tu te termines pas là-dessus, tu dis, je voulais savoir si c'était le bon moment, ou si vous préférez qu'on se rappelle demain ou après-demain. Mm. Et comme ça, en fait, tu rentres dans cette optique de choix A, choix B. Dans Ouais. tous les cas, toi, t'es gagnant. La question, en fait, tu laisses pas le choix à ton prospect. C'est pas est-ce qu'on va se parler, c'est on se parle maintenant ou on se parle après. Mm. Tu vois. Totalement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et tu vois, c'est un positionnement que j'adore prendre justement quand je fais du call call. C'est Mm. t'arrives très sharp, très incisif, et quand tu poses des questions à ton prospect, tu l'emmènes en fait où tu veux. Ce qui montre que derrière ton prospect, tu le prends gentiment par la main, tu l'emmènes, en fait, c'est vraiment, allez, assis-toi, tout va bien se passer. Toi, j'ai vu que tu étais sur ce scope-là. Ce scope-là, ça tombe bien, moi justement, je vous permets ça. D'ailleurs, si tu me crois pas, tiens, je donne 2-3 petites infos. On se prend quand? C'est plutôt jeudi ou c'est plutôt vendredi? Non, mais totalement. Mais t'as bien raison. Parce que du coup, parfois, c'est vrai que la question, vu qu'elle est fermée, est-ce que c'est le bon moment? Oui, non. Bah, je vous rappelle quand. Donc, c'est vrai que c'est à double tranchant. Ouais. Après, en général, si je continue à la faire, c'est que ça passe 80%, 90% Ah ouais, non, du bien temps. sûr. C'est pour ça. Et c'est comme, bah, tu vois, une autre accroche que j'utilisais pendant un moment, c'est. Alors, je préfère être honnête, c'est un appel de prospection. Alors, je sais pas si vous souhaitez raccrocher. Ou si on se rappelle après. Ouais, c'est ça. Ok. Ou si on prend 30 secondes, ou si on se rappelle après. Donc, ça, c'est pareil. C'est toute une question d'intonation, parce que sinon. Mais pareil, je me suis déjà. On a déjà remercié plein de fois. En fait, ça dépend de la cible, mais surtout sur des CEO, par exemple. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ça marche bien parce que la personne, elle se fait bourriner toute la journée et toi, t'arrives, t'es franc, quoi. Et combien de fois la personne, elle rigole, elle fait bah vas-y, tu vois, d'habitude, je prends pas les appels, mais là, vas-y, ça m'intrigue. Ouais. Et voilà. Et comme l'autre accroche aussi, il y a pas longtemps, la personne, elle m'a laissé pitcher. Puis à la fin, elle me fait ton truc qui m'intéresse pas, je te le dis, mais je t'ai juste laissé pitcher pour voir où t'allais aller, tu vois. Puis la personne, elle te remercie, puis on a parlé pendant 5 minutes de ce que je faisais et tout ça. Donc au final, ça vient te conforter aussi dans le fait que t'as le bon truc, t'as la bonne structure. Et après, comme je te disais, il n'y a pas de recette miracle en fait. Hein. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et tout à l'heure, on disait, on parlait, tout le monde ne peut pas aimer le call-call, etc. Est-ce que pour toi, il y a des secteurs sur lesquels il ne faut pas s'y prêter sur le call-call? Il n'y a pas de secteur sur lequel aujourd'hui le call-call, c'est un canal d'acquisition qui peut peut-être marcher, mais vaut mieux pas s'y mettre et vaut mieux se mettre sur d'autres sujets. J'ai pas de secteur en tête, je t'avoue. Après, il y a peut-être des secteurs où ça va être plus compliqué que d'autres, dans le sens où tu as des secteurs où tu vas être obligé de taper du fixe. Ouais. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais artisanat aussi, genre. Ouais, c'est ça, artisanat. Après, ça dépend. Là, j'ai fait une mission typiquement où j'appelais des crèches pour proposer de la formation à leurs équipes. Et du coup, là, la question du barrage, elle est très simple, quoi. En fait, ils sont même pas briefés là-dessus. Donc, tu demandes à la personne, si elle est là, tu l'as tout de suite. Et c'est le moyen le plus efficace de les avoir. Qu'est-ce que tu veux avoir le numéro d'une directrice de crèche? Impossible à trouver. Enfin, pas impossible, mais très compliqué. Et donc, du coup, on a quand même des très bons résultats là-dessus. Mais effectivement, non, après, je pense que tout secteur est prospectable. Je sais pas si ça se dit prospectable, mais atteignable. Ouais, atteignable par téléphone, clairement. C'est ça qui est bien aussi, c'est que il y a des secteurs où le mail, ça va être très compliqué, où il y aura des blocages, etc. Ça va être chiant. Alors que le call, in fine, qu'on passe par un fixe ou par un portable, il y a toujours moyen d'aller trouver d'aller gratter. Ouais. On a parlé beaucoup de prospection, call, etc. À côté de ça, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Question qui est hyper générique. J'en ai conscience. Mais la volonté de ce podcast, c'est que oui, forcément partager des vies, apprendre à connaître aussi. Là, tu as partagé ton expérience pro. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'anime au quotidien et à quel point tu arrives à avoir cet équilibre? Parce qu'on sait qu'on est freelance. Bon, l'équilibre, c'est un truc un peu touchy, si je peux dire. Là, aujourd'hui, quelle place, justement, l'à côté a dans ta vie? J'essaye un maximum de prendre du temps quand même. L'idée, en fait, en me lançant en freelance, c'était pas non plus de me dire je vais travailler 5 jours sur 5 et puis au final sur 7 sur 7 non mais tu vois ce que je veux dire, du lundi au vendredi sans arrêt, etc. Bon, il y a des moments où je le fais, mais l'idée c'est toujours de gagner au moins, de garder toujours un jour ou deux dans la semaine aussi pour profiter et prendre du temps. Et moi typiquement j'ai le skate à côté. Pas mal de skate. Comme je te disais en off, là, je me suis inscrit à la salle. Bon, j'essaye de mettre le sport. Non, mais ça se voit, je te l'ai dit en plus. T'as pris. Non, mais ouais, j'essaye de mettre le sport de plus en plus présent dans la vie. Après, bon, j'aime bien aller boire des petits verres aussi de temps en temps. Et puis tout l'aspect musique aussi, où à la base, à Lille, on organisait des soirées, etc. Donc c'est un peu le côté événementiel. Ma copine travaille dans l'événementiel aussi, donc ça me donne aussi l'opportunité d'aller à pas mal de concerts. Donc c'est un peu ça l'idée globale. Moi, il y a une question. Pourquoi je te pose cette question-là? C'est parce qu'il y a une question que j'adore poser aux invités. C'est en dehors du côté pro, donc en dehors vraiment de l'aspect call, prospection, vente, etc. Qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser en call? Alors, la question, elle tourne un peu de manière bizarre. Ce que je veux dire par là, c'est que typiquement, moi, c'est le sport.
C'est le dépassement de soi, la résilience en mode ok, t'as une barre à pousser, etc. C'est compliqué, le dépassement mental. Bah, moi, ça m'a beaucoup permis de le dupliquer justement dans le milieu du call-call. Ouais. Toi aujourd'hui, Avec le skate, clairement. le skate, Bah, comme on nous disait, enfin, tu vois, en gros, le skate, c'est sur le papier, tu sais exactement comment il faut faire, tu sais comment tu veux faire ton trick, etc. Ouais. Par contre, il va falloir que tu le fasses vraiment 1000, 2000, 3000 fois parfois, sans ok, déconner. donc le travail de répétition. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est vraiment la répétition. Tu sais exactement comment il faut faire, mais il va falloir que tu pratiques jusqu'à ce que ça rentre, tu vois, du premier essai, parce que tu l'as tellement fait depuis des années, quoi. Et c'est des trucs que tu perds plus derrière. En fait, c'est quand tu as tellement pensé un truc, tu peux l'arrêter pendant un an, reprendre, et ça revient tout seul. Et moi, le skate, ce qui m'a vraiment au niveau résilience, persévérance, et le fait qu'il n'y ait pas de... Il n'y a pas de moment où tu as terminé, en fait. C'est infini. C'est infini. Bah, c'est un peu comme tout sport, hein, j'imagine, mais tu peux le masterclass de manière à l'infini. Tu peux faire ça même si tu fais ça depuis 30 ans, tu vas toujours pouvoir innover, faire de nouvelles choses. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment mis dedans, mais sur plein de choses de la vie. Hein. On parle du col, mais surtout, en fait. Le fait de te dire, si t'échoues, c'est que t'as pas essayé assez longtemps. C'est un peu ce que j'aime bien me dire. Franchement, si t'échoues, c'est que t'étais peut-être à ça de réussir. Tu vois. Donc, c'est ce que je dis un petit peu même aux élèves, hein, c'est que je crois pas forcément au talent. Enfin, il y a de l'inné, il y a des appétences en amont, je suis d'accord, etc. Mais en fait, le reste, le talent, c'est juste du travail, quoi. Le talent, c'est temporaire. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un talent. Il y a un plafond de verre au talent. Voilà, en fait. le talent, il s'arrête à un moment. Ouais. Par contre, Didier, ça fait 10 ans qu'il est sur le dos, et lui qui bosse, il va forcément te dépasser. Sa zone de génie, elle va forcément bouger. Ça me fait poser une question. Tu parles donc de la répétition, tu parles du travail, en fait, tout simplement. Pour toi, là, je te fais parler à un bizdev débutant, pardon. Parce que y en a qui ont la chance de t'avoir en intervention à la requête. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est quoi aujourd'hui le meilleur conseil que tu partagerais à un commercial débutant qui est en poste? Le meilleur conseil, ouais. En vrai, pour moi, c'est il faut avoir la possibilité de le faire, mais c'est de réécouter ses appels. Ok. Ouais. En fait, c'est vraiment réécouter, itérer, et pas rester bloqué, en fait. Puis, tout le monde passe des journées de merde avec 0 rendez-vous, clairement. Mais l'idée, c'est de comprendre pourquoi. Et je pense que c'est là le plus intéressant, en fait. C'est d'aller chercher et se réécouter et se dire, là, j'ai dit ça, j'aurais dû dire ça. Ou là, mon intonation était pas bonne. Ou là, je comprends qu'il me l'ait claqué à la gueule, quoi. Tu vois, enfin, il y a plein de petits trucs. Pour moi, c'est ça le plus important. Et puis pas baisser les bras, en fait. Hein, continuer à... Faut vraiment se dire, ok, c'était peut-être une mauvaise journée aujourd'hui, mais demain, c'est un autre jour. Donc, c'est vraiment l'aspect résilience et l'aspect itération, je pense, qui est super important. Tu t'es rendu compte qu'il y avait des erreurs qui revenaient un peu souvent quand tu étais en intervention? Ouais, de toute façon, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, moi, j'y vais en freestyle. Il y a ceux qui aiment bien voir le script. Parce que je leur dis, il y a un moment où tu peux improviser, mais pour improviser, il faut quand même que tu aies déjà des bonnes bases, que ce soit en théorie, tu vois, le script, ce que tu veux, les objections, et aussi mentalement en amont de ta session. Mais je suis perdu dans mes c'est dans pas mes grave. pensées. La question, c'est est-ce que tu as détecté des erreurs qui revenaient un peu tout le temps? Ouais, déjà, c'est ce truc de vouloir y aller trop en improvisation et questions fermées. Okay. Donc, il y en a déjà, du coup, vu que tu es en impro, ton accroche, tes 10 premières secondes, elles sont pas très bonnes, tu vas à tâtons, et puis finir par s'enfermer dans un entonnoir de questions fermées. Est-ce que j'arrête pas de le rabâcher, mais il y en a, mais inconsciemment, ils finissent par la faire. Quoi. Parce que je dis toujours, si tu poses une question fermée, il faut que derrière, s'il y a un oui ou un non, le oui ou le non débouche sur une question ouverte. Sinon, tu vas t'enfermer dans un entonnoir de oui, non, oui, non, oui, non pour dire, ok, au revoir. Salut. Ah, ok, vous êtes déjà équipé du coup. Ouais, c'est ça, tu finis par poser des questions. Bonne journée. Bonne journée. Et c'est ça, et plein de fois ça arrivait, je leur disais, je fais là, tu t'es encore tiré une balle dans le pied. Puis là, je sais. Puis je fais, mais fais ton script, un minimum. Enfin, tu vois, je sais pas, ça m'étonnerait que les virtuoses, tu sais, qui font, je sais pas, des partitions, etc., y en a pour qui, mais ils ont quand même appris des meilleurs avant. T'apprends des meilleurs, t'as poncé la théorie, et après, t'arrives à improviser et à faire de grandes choses en improvisation. Et au cas où, alors, sauf certains grands génies, mais et au cas où, ils ont toujours la partition pour suivre derrière. C'est ça. Parce que, en fait, rien que pour eux, c'est aussi de la sérénité et de la sérénité qu'ils vont avoir. En fait, c'est bien d'apprendre le script par cœur, c'est bien de partir en mode freestyle. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe si un jour t'as un blanc, si un jour t'as un trou noir, si un jour tu t'en rappelles plus? Tu te mets dans une situation de merde tout seul, alors que tu aurais juste pu faire un petit coup d'œil sur le regard droite et te replonger dedans. Donc pour moi, t'as ton script qui fait, en fait, ta ligne directrice qui va te donner
Pour moi, c'est des bullet points. Hein, c'est pas faux. Moi, j'ai horreur, vraiment, ça me fout des frissons à chaque fois. Les scripts un petit peu, je parle arbre, tu vois. Ou bonjour, s'il me dit bonjour, je dis ça. Ah oui, S'il non, me dit c'est un pas enfer. bonjour, je dis ça. S'il me dit c'est qui. Et en fait, tu vois que c'est des branches qui partent dans tous les sens. Moi, tu vois, pour moi, c'est des bullet points. C'est déjà, déjà t'accroches ton prospect. Et tant que t'as pas accroché ton prospect, tu t'enchaînes pas sur aujourd'hui ce que tu proposes, sur aujourd'hui ce que tu permets. Ça sert strictement à rien. Et ensuite, c'est à clair. partir du moment où tu l'as, là, tu peux enchaîner derrière. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, mais clairement, moi j'ai toujours ça. Enfin, tu sais, t'as ton double écran, j'ai toujours mon script dans un coin de l'œil. Une autre page avec les objections, les arguments de la boîte, un peu plus détaillés. Enfin, puis même, ça me rassure. Hein, il faut pas avoir honte de le dire en fait. Il y a un moment où si tu veux être pertinent, etc., et pas bégayer et perdre le truc, parfois tu tournes la tête, boum, et là tu repars dans la bonne direction. Mais moi je marche comme ça. Après il y en a d'autres pour qui c'est plus naturel, etc. Mais moi, je suis plus partisan de ça en fait, de me dire comme ça, à force de le lire, à force de regarder, t'arrives à l'interpréter à comme il faut, l'internaliser à l'incarner en fait. Ouais. Okay. Tu parles d'incarner. Pour toi, c'est important, surtout que tu dois faire ce côté caméléon de te mettre à chaque fois sur de nouvelles campagnes. Pour toi, c'est important de croire au produit ou croire au service sur lesquels tu vas prospecter. Est-ce que là, tous les clients que tu accueilles, est-ce que tu crois à chaque fois dans la finalité? Au début, tu sais, c'est un peu comme tout, mais au début, tu prends un peu ce qui passe quand tu te lances. Et à force d'en avoir fait plein, il y a des trucs où je sais que je fais de plus en plus attention à ça, en fait. Au choix des clients et au choix du projet. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile de vendre quelque chose pour lequel il y a vraiment un sens pour toi et tu y crois vraiment, qu'un truc où tu te dis, il y a rendez-vous, mais moi, même ça, moi, je l'achète pas, quoi. Donc, effectivement, pour moi, je trouve ça ultra important. Après, au début, tu fais pas forcément ce que tu veux. Et c'était un peu l'idée aussi de voir est-ce que ça me plaît, est-ce que ça allait me plaire ou pas. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a des choses où je sais que ça me chauffe pas, ou si je crois pas, j'y vais pas, quoi. Pour tes étudiants qui sont en recherche d'alternance, est-ce que tu leur recommandes d'aller forcément dans une boîte auquel le produit ou auquel le service ils vont leur plaire, ou alors tu leur dis que peut-être pour les premières, c'est pas forcément la peine? Si tu as le choix, fais le meilleur choix. Sinon, pour une alternance, moi je me dis que tu juste fais en sorte d'avoir une bonne équipe, des gens qui te forment correctement. Après, franchement, le produit ou le service, pour moi, il vient en second temps, dans le sens où. Je veux dire, ça dépend des opportunités que tu as, mais si cette année d'alternance, elle te permet de débloquer ton diplôme et de partir en entreprise derrière, prends ce que tu as à apprendre dans cette alternance-là. Et si tu arrives à vendre un truc que tu n'aimes pas forcément, si tu trouves derrière quelque chose que tu vas vraiment kiffer, là, tu vas à masterclass. Après, effectivement... Moi, j'aime bien les martyriser, parce que du coup, je forme aussi sur des bootcamps. Et pour ceux qui n'ont pas d'alternance, en vrai, j'aime bien je préfère être dur, tu vois, pour derrière découler un petit peu plus. Et en fait, étant donné que pour moi, le commercial, c'est entre guillemets là, c'est typiquement ceux qui sont en recherche d'alternance, c'est eux, entre guillemets, le produit. Je mets des gros guillemets. Je mets vraiment des gros guillemets, ça fait bizarre de dire ça. Mais étant donné que c'est eux le produit, à partir du moment où tu fais ta preuve par l'exemple, où tu appelles le head of sales, tu appelles le CEO de la boîte, si c'est une petite structure, et que tu montres que tu as la niaque, que tu as la grinta, et que justement tu sais faire du call, en mode voilà, moi aujourd'hui justement je me place, je fais de l'acquisition client, je développe des campagnes, etc. Et je serais ravi justement de rejoindre votre structure parce que j'ai toujours été fan, je sais pas, imaginons, regarde, on reprend une entreprise de trottinette parce que je suis champion de trottinette depuis 15 ans. Rien que de faire le taf, tu vois, d'appeler justement le recruteur et de lui montrer que tu peux le faire, tu peux te placer dans cette posture de confort, entre guillemets, où c'est là où tu parlais d'opportunité, tu peux créer l'opportunité, tu vois. Là, le nombre d'étudiants, je leur ai dit, tu prends 20, 25, 30 boîtes que tu as vraiment envie de rejoindre, auxquelles tu crois vraiment dans ce qu'ils font, tu te les colles vraiment, et c'est là où en plus tu montres, tu arrives dans la boîte en montrant ce que tu fais, tu vois. C'est là où justement tu as créé tes opportunités, et en plus derrière, tu as le luxe de pouvoir bosser sur un secteur que tu choisis, tu vois. Non, effectivement, ça par contre, je leur dis. Si tu cherches une alternance, cible, comme tu dis, 30-40 boîtes où ça te fait kiffer, puis colle-les. Après, c'est plus dans ce sens où si c'est la roquette qui t'envoie des opportunités, bien etc., sûr. ou que tu procrastines et que tu vas pas faire tes calls, après, c'est ça aussi, c'est que tu ramasses juste ce que t'as semé. Si t'as pas semé grand-chose et que t'as pas été prospecté toi-même, en fonction de ce qu'on te propose, prends ce qui passe et fais au mieux et t'auras après derrière une expérience. Mais effectivement, le mieux, c'est d'aller chercher par soi-même. Et comme tu dis, moi, ce que je leur disais, je m'imagine si moi j'ai ma boîte, qu'un étudiant qui m'appelle et qui me dit ton produit je le kiffe, là je suis en études et je veux travailler pour toi, en vrai, vaut mieux un gars comme ça. Tu peux pas dire non. Vaut mieux un gars comme ça qui a la dalle que. Même si t'as pas le poste, tu peux réfléchir à créer le poste parce que tu sais que lui derrière il va te mettre un truc sur la table et tu pourras contrebalancer derrière. Ouais, entre mettre une fiche de poste, avoir un gars qui t'appelle directement pour bosser pour toi, je pense qu'il n'y a pas photo. Je suis d'accord. On va arriver au bout du temps. Mais j'ai un. Ouais. Déjà, ça va super. En vrai, je suis mais ça passe super vite. Mais avant qu'on se quitte, j'ai
un rituel / une question. Allez. Le rituel, c'est... ça fait même 2 rituels, si je puis dire. Quel est pour toi le meilleur conseil que tu aimerais partager aujourd'hui sur le sujet du call, premièrement? Et deuxièmement, quel est le pire conseil que tu as entendu, que ce soit sur LinkedIn, etc. Parce qu'il y en a qui... Voilà, bref, on en reparlait la dernière fois. Le pire conseil que tu as entendu que tu voudrais débunker. En mode ça, pour le coup, faut arrêter. Donc, meilleur conseil et pire conseil sur le call. Le meilleur conseil que tu as entendu, Ouais. enfin que tu aimerais partager, et le pire conseil que tu as entendu, tu voudrais dire ça, faut surtout pas faire. Alors, meilleur conseil. Mettez des chaussettes fluo. Mettez des belles chaussettes. Merde, j'ai des sockets. Non, mais meilleur conseil, soyez original, puis évitez de partir dans la déballe directement. Créez vraiment une relation. Pour moi, c'est ça l'idée. D'accord. Vraiment créer un échange, créer une relation, poser des questions ouvertes. C'est plein de conseils. Hein. Non, mais c'est bien. Et mettez de l'énergie, quoi. Et voilà, mettez-vous debout quand vous faites des calls aussi. Ça marche déjà beaucoup mieux. Enfin, il y a plein de trucs, mais non, mais pour moi, déjà, c'est dans la partie juste script, approche. Faut arrêter de décrocher et de bombarder et de déballer tout et de se faire couper, en fait. L'idée, c'est vraiment de partir dans le fait de nouer des relations, de venir aider les gens. Donc, être dans cette posture-là, je pense que ça, c'est ultra important. Et le pire conseil que j'ai entendu, je sais pas, j'en ai pas forcément en tête. Ça peut être partagé par moi, je le prendrais pas mal, hein, t'inquiète. Ne jamais commencer ses call. par je sais pas si vous me remettez, je trouve ça vraiment naze, mais ce n'est que mon avis personnel. Non, mais putain, je l'ai pas préparé celle-là. Le pire conseil, c'est vrai que je te surprends un petit peu. Si t'en as pas, c'est pas grave, t'inquiète pas. En plus. Ouais, on va quand même essayer d'en trouver un. Ah, tu peux, hein, t'inquiète pas. Non, mais le pire conseil, ça rejoint le meilleur conseil, c'est d'arrêter de partir dans la déballe et de vouloir à tout prix vendre quelque chose dans le call. L'idée, c'est de créer une relation, d'avoir le maximum d'informations et de susciter l'intérêt. On n'est pas là pour savoir que ton produit fait X, Y, Z et que c'est le meilleur du marché. On est là pour attiser la curiosité et faire en sorte de bien préparer le rendez-vous en découverte. Voilà. Ça me va. Ça me va très bien. On peut te retrouver où, mon cher Alan? Alors, sur LinkedIn, Alan Demouy, Demouy. Le mec qui skate. Le mec qui skate, on ne peut pas me rater. Ouais. Sur LinkedIn, en fait, je suis uniquement sur LinkedIn pour l'instant. On verra pour la suite. LinkedIn, newsletter sur mon profil. Je savais pas que t'avais une newsletter. Je lance en début d'année. D'accord. J'ai une centaine d'abonnés. J'ai fait 3 éditions, mais je vais me remettre dedans, promis. Et puis si vous voulez que j'intervienne en école, etc., il n'y a pas de souci. Je suis dispo pour travailler avec moi. Il y a un formulaire sur mon profil aussi. Comme ça, vous me donnez quelques petites infos avant de faire un call. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir aussi. Je mettrai le message sur LinkedIn. Je mettrai le lien de toute façon. Je mettrai le lien dans l'épisode. Avec plaisir. Mais en tout cas, merci à toi de m'avoir reçu. Ça fait vraiment plaisir depuis le temps qu'on en parlait. C'est passé super vite. Là, j'ai vu l'air, je me suis dit, mais c'est déjà 45 minutes qu'on fait. Mais pourquoi pas revenir sur un deuxième épisode sur une autre verticale. Avec plaisir, ou même sur d'autres concepts. De ouf. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'apprendre à te connaître un peu plus. Surtout qu'on a des visions qui sont un peu différentes. C'est surtout pour ça que j'attendais beaucoup cet épisode. Tu m'as pas déçu, merci beaucoup. J'attendais pas forcément, mais t'inquiète. Tu m'as pas déçu. Et merci beaucoup, mon cher Alan. Merci à toi. À très vite. Salut. C'est juste pour Twitch.